bonjour à tous. Deuxième intervention d'André aujourd'hui. Donc merci André d'être avec nous à nouveau ce matin, avant que tu repartes à Lille pour tes conférences. On a évoqué hier l'approche canadienne avec le développement de l'athlète à long terme, le sport tout au long de la vie. Et puis tu nous as parlé de la littératie, de pas mal de concepts canadiens qui ont fait mouche, je crois, auprès des présents hier. Et puis on est dans la continuité de cette présentation pour aborder plus particulièrement le sport de haut niveau, enfin l'optimisation de la performance, donc apprendre à s'entraîner, apprendre à performer. Alors bien sûr, c'est la proposition de thématique, on va partir là-dessus, mais on va rester très, très ouvert aussi à tous les champs, toutes les questions que vous pouvez vous poser autour de la table. Donc un peu comme hier, peut-être un temps de présentation de ta part, on n'hésite pas à intervenir. Donc au présentiel, c'est très simple, mais en distanciel, n'hésitez pas encore une fois à lever la main et à vous signifier. Et puis une fois l'exposé fini, on pourra aborder d'autres thématiques. À toi, André. Ben, je veux commencer en vous demandant si vous avez des questions sur ce que vous avez, ce qu'on a discuté hier. Il y a peut-être des choses qui ont mûri pendant la nuit ou il y a des questions qui sont survenues. Est-ce qu'il y a des interrogations peut-être que vous aimeriez éclaircir ou ce matin avant de débuter ou ça va? Moi, de mon côté, non. Toi, ça va? Sylvain, ça va aussi? Ouais, moi je suis. Les gens en ligne, ça va? Pas d'autres questions qui ont germé pendant la nuit? Non, ça a été très clair, très intéressant. Merci. OK, super. Donc aujourd'hui, hier, on a parlé un peu du modèle canadien et on va tomber dans un autre niveau, à savoir lorsqu'on arrive au stade, comme Sylvain l'a mentionné, on a passé le stade de la littératie physique et on arrive dans notre triangle qui est dans notre rectangle. On parle de sélection d'athlètes, on parle de matrice de développement des habiletés également. Donc, comment qu'on manœuvre à travers tout ça. Donc, c'est un peu ce qu'on va parler ce matin en tentant également de regarder la planification également de la performance et comment qu'on peut intégrer la compétition aussi à l'intérieur de tout ça. Alors, si on peut partager l'écran, je vais commencer en parlant de sélection d'athlètes aussi pour parler un peu de comment on perçoit ça chez nous. Ça arrive, ça tourne un peu. OK. C'est bon. OK. Donc, avant de tomber dans les détails, je voulais vous parler de sélection de talent. Donc, lorsqu'on embarque dans une stratégie de développement à long terme, évidemment, on a parlé hier dans le modèle canadien qu'on ne coupait plus, mais qu'on transférait des athlètes à l'intérieur du système. Mais lorsqu'on regarde à travers le temps comment on a choisi, sélectionné des athlètes dans des programmes de haut niveau, peu importe le niveau dans lequel on se situe, on se rend compte que c'est toujours les athlètes qui se situent au bas de notre courbe, qui sont les meilleurs, ceux qui vont ressortir, qu'on prend toujours, qu'on travaille davantage avec eux et que ce sont toujours les mêmes individus avec qui on va travailler. C'est le modèle qu'on voit dans plusieurs pays. Évidemment, tous ceux qui sont dans la courbe normale, tous ceux qui sont dans la moyenne, souvent on va les oublier pour plusieurs raisons. On a parlé hier de l'effet de l'âge relatif qui peut avoir lieu. Mais tout ça en gardant en perspective que c'est important quand même d'avoir une vision globale sur l'ensemble des athlètes avec qui on va travailler. Et non seulement de toujours travailler avec les meilleurs, mais de penser que certains autres athlètes peuvent peut-être se développer un petit peu plus sur le tard en fonction justement des thèmes qu'on a parlé hier. Tu peux avancer à l'autre slide. Donc, évidemment, donc le chemin... Bonjour. Donc, le chemin entre le talent et l'expertise, donc c'est l'interaction qu'on va avoir entre les deux qui va avoir comme conséquence, je vous dirais, d'en arriver avec le meilleur système possible pour nos athlètes. Et je vous amène à regarder la prochaine diapo. Puis il y a un peu d'anglais, là, je m'excuse de ça. Là. Mais on a identifié 9
types d'athlètes qu'on peut rencontrer en faisant le lien, l'intersection justement entre le potentiel et la performance. Si vous regardez ce qu'on voit en vert, c'est probablement les athlètes où on peut se dire comme entraîneur que c'est des décisions très faciles à prendre. Où on a un athlète qui a en bas à gauche peu de potentiel et sa performance est très ordinaire, vraiment pas excellente. Facilement, on peut prendre une décision sur cet athlète-là. Alors qu'en haut à droite, c'est la même chose également. On peut dire beaucoup de talent et côté performance, ça se passe quand même bien. Donc, lorsqu'on parle de sélection d'athlètes, ces deux extrémités-là, très facile à prendre des décisions. À l'inverse, ce que vous voyez en rouge, c'est des décisions excessivement plus difficiles. Et ce que vous allez voir en jaune, c'est des décisions également sur lesquelles on est comme en zone grise, en zone neutre, où je ne sais pas trop ce que je vais faire. Donc, si vous regardez, par exemple, en bas à droite, côté performance, ça va bien, mais le potentiel, parce que vous connaissez bien votre sport, vous savez que cet athlète-là, le plafond, ne montrera pas. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce type d'athlète-là? Ah, ça. Bonjour Christophe. Salut. Allez. Excusez-moi, hein, ma maladresse, mais j'étais quand même sur le deuxième lien de ton deuxième mail, donc je ne sais pas. Bon, ceci dit, je ne vous interromps pas. On enchaîne. Et si vous regardez en haut à gauche, par exemple, ici, vous avez un athlète qui a un très grand potentiel. Et le potentiel, vous pouvez l'identifier selon votre discipline. Mais au niveau performance, encore une fois, vous ne voyez pas de résultat. Alors, vous voyez que ces 9 types d'athlètes-là que vous allez rencontrer dans votre sport, vous allez avoir des décisions à prendre par rapport à ces athlètes-là. Est-ce que vous continuez avec eux? Est-ce que vous investissez encore plus avec eux? Ou est-ce que vous avez besoin d'aide pour prendre cette décision-là? Vas-y. Et juste là, on parle d'athlètes de quelle tranche d'âge? Parce que selon les âges, le potentiel performance, ça va varier, j'imagine. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'un athlète, justement, si vous êtes avant la poussée de croissance, nous, on dit souvent chez nous que prédire une performance avant la poussée de croissance, c'est quasiment impossible. Il se passe tellement de choses. On a parlé hier un petit peu, donc entre l'âge de 12 et 17 ans, à partir du moment où on commence à grandir, que de prédire une performance avant ce moment-là, c'est hyper difficile. Lorsqu'on parle ici de... Quand vous parlez de prédire, c'est dans un sens ou dans un autre. Parce que nous, on a un sport qui est à précocité. Oui. On a des enfants qui ont d'excellents résultats très jeunes, mais pour autant qui n'arrivent pas obligatoirement au niveau. Alors, on met beaucoup de moyens sur ces jeunes qui ont des résultats à court terme, mais peut-être au détriment de ceux qui n'en ont pas et qui sont dans ce processus de croissance. Oui, exactement. Donc, si vous comprenez bien ce qu'il y a là, c'est qu'on peut se promener dans ce spectre-là pour un athlète selon son stade de développement. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est pour vous dire que peu importe où on se trouve dans ça, il ne faut peut-être pas les abandonner trop vite. Et peut-être leur donner d'autres occasions, peut-être de revenir dans le système. J'aime utiliser si on pouvait faire des dessins, là, vous avez l'autoroute, qui est le chemin rapide pour se rendre vers l'excellence. Vous avez toujours la voie de service où on n'est pas trop certain, puis des fois on peut revenir sur l'autoroute parce qu'il se passe des choses différentes, etc. On peut sortir aussi. Donc on est sur l'autoroute, on peut sortir. Et on a la voie principale aussi où la majorité des gens, les athlètes vont se situer puis ils vont être heureux dans ce chemin-là également. Donc tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas laisser personne derrière et naviguer à travers tout ça et en prenant les meilleures décisions possibles. C'est son service. Parfait. Donc, si on regarde un peu le parcours de plusieurs athlètes, comme on disait tout à l'heure, les points qui sont là, c'est des athlètes à travers le temps, avec l'âge, justement, lorsqu'on progresse. Donc, beaucoup d'athlètes vont toujours être les meilleurs ou à peu près. C'est notre ligne d'en haut, et vous regardez en haut à droite, c'est notre sommet de performance, c'est l'endroit où on veut amener notre athlète. Et plus on progresse dans l'âge, vous allez avoir différents parcours. Vous allez avoir des athlètes qui ont, selon leur groupe d'âge, ont toujours été dominants ou à peu près, toujours gravité autour de ce noyau-là. Mais on se rend compte de plus en plus avec la recherche que beaucoup d'athlètes vont avoir un chemin différent. Qui vont passer très jeunes où aucune performance, vraiment difficile de prévoir à cette époque-là, lorsqu'on retourne en arrière, que c'était envisageable de penser qu'un athlète aurait pu avoir du succès. Il a travaillé fort, a été bien encadré, il a eu des bonnes installations,
et on lui a donné tous les ingrédients nécessaires pour lui permettre justement de progresser et d'avoir, dans certains cas, peut-être plus de succès que l'athlète qui a toujours été au plus haut niveau. Donc, le parcours du talent n'est pas uniforme selon le sport, selon l'environnement dans lequel on va être également. Donc, encore une fois, tout ça pour vous dire que d'essayer de prédire très tôt où un athlète va se situer est excessivement difficile. On peut avancer. Et évidemment, dans l'objectif d'atteindre les plus hauts niveaux, la fixation d'objectifs devient primordiale. Et vous avez probablement déjà vu dans la littérature un peu comment on établit des objectifs avec les athlètes. Je vais vous proposer quelque chose de différent ce matin, qui est un petit peu plus nouveau, plus tendance chez nous. Et au niveau du vocabulaire également, il y a la fixation d'objectifs qui est une chose, mais l'atteinte de notre objectif, c'est une autre chose. Et comme entraîneur, souvent, on est davantage sur la fixation d'objectifs. On fixe des objectifs, mais après, on s'arrête. On ne continue pas. Et dans notre cerveau, on essaie davantage de dire, ben, je veux fixer un objectif, puis je laisse ça là, il n'y a pas vraiment de suivi, etc., jusqu'au point où on veut vraiment atteindre cet objectif-là. Donc, je vais vous donner un petit peu plus de saveur sur comment on peut percevoir cette fixation d'objectifs-là. Donc, dans tout... Quand vous parlez, excusez-moi, de fixation d'objectifs, vous parlez de fixation d'objectifs de résultats ou d'amélioration? Je m'en viens avec ça. Vous me devancez juste un peu. Donc, dans toute décision qu'on va prendre, dans la vie en général, dans le sport également, je vais attendre que mon... Pourquoi ça coupe tout le temps? Là? En fait, on alterne avec la salle pour que ce soit plus vivant, plutôt que de garder le PowerPoint statique. OK, d'accord. Donc, dans toute décision qu'on va prendre, on a, moi, ce que j'appelle les récompenses, les prix. Puis on a ce qu'on appelle aussi, vous allez voir après, les punitions qui sont associées à une décision qu'on va prendre. Okay? Dans toute décision, tout choix qu'on fait dans la vie, on a toujours le pour et le contre. Okay? Donc le pour, c'est ce que ça va m'apporter à moi comme individu. Et le contre, ben, ce qui ça va avoir comme conséquence dans ce que je vais vouloir faire. Donc, évidemment, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire en sorte que le prix associé à notre objectif, le prix associé à notre choix, va être le plus positif possible parce que c'est lui qui va remporter la bataille entre les deux. Okay? On peut avancer. Et notre punition... Et notre punition, vraiment, c'est ce que ça va nous apporter d'un petit peu plus négatif par rapport à ça. Donc, dans tout choix qu'on va faire, donc si je veux gagner une médaille d'or olympique, par exemple, ben, le prix, c'est probablement ma médaille d'or, le succès, l'argent, etc. Et ma punition, ben, c'est tous les sacrifices que je vais mettre autour de ça, tout le temps que je vais passer à m'entraîner, tous les autres éléments de la vie que je vais laisser de côté qui vont me permettre d'atteindre mon objectif. Il y a quelque chose d'étonnant parce que vous parlez du prix, vous avez montré les coupes. Je prends l'exemple du marathon où ils donnent les médailles de finisher à tout le monde. Est-ce qu'on est dans une logique de récompense pour satisfaire en disant vous avez tous réussi? Parce que c'est vrai au Canada aussi, hein, c'est pas vrai qu'en France. C'est vrai dans toutes les courses hors stade. Hein. On donne tous une médaille de finisher. Je pense que vous êtes tous au courant, vous voyez. On tombe est-ce qu'on tombe pas dans la dérive justement de la récompense je pense que c'est en fonction du stade de développement. Chez nous, on a eu ce débat-là, à savoir est-ce que les classements d'équipe, est-ce qu'on abandonne les classements d'équipe, etc., est-ce qu'on donne des médailles à tout le monde, etc. On a eu ce débat-là. Selon le stade de développement, je pense que la récompense, le rôle, la signification de la victoire doit changer à travers le temps. Et c'est pour ça que je vous disais hier, que je pense que c'est à vous autres que je parlais du système de pointage qu'on pourrait changer. Pour moi, la problématique est ailleurs. C'est que si on dit à des enfants qui jouent, peu importe le sport, que le pointage, c'est pas important, etc., bien, les enfants ne sont pas imbéciles. Ils vont jouer un match de tennis, ils savent très bien qui a gagné, qui a perdu, même si on ne compte pas les points. On va jouer un match de foot, les enfants, ils vont savoir qui a compté le plus de buts, etc. Par contre, la problématique n'est pas là. Donc, les enfants sont capables de faire justement de reconnaître qui est meilleur que l'autre. Mais si on change le système de pointage, par exemple, c'est différent. Donc, c'est pour ça que je vous parlais hier de penser différemment, de sorte que la récompense devient différente également. Vas-y. Et est-ce que dans ce système de comptage, on met une différence entre les jeunes garçons et les jeunes filles? Parce que nous, dans notre sport, on entend souvent que les garçons sont très attachés au
au duel, au résultat, etc., au match, au comptage de points, et que les filles sont plus sur l'aspect progression, je dirais moins focalisées sur le résultat, mais plus sur le processus de progression. Non, on tombe dans d'autres choses, mais ta question est très intéressante. Est-ce que c'est une idée reçue ou parce que ça, j'ai toujours entendu. Oui, on a toujours entendu, puis je pense qu'on l'a tellement entendu que c'est devenu un stéréotype. Ouais, voilà. Et moi, j'ai entraîné des athlètes féminines au cours des 15 dernières années comme entraîneur de l'équipe nationale. Et je vous dirais que le stéréotype commun que j'avais au début, c'était les garçons sont plus compétitifs, les filles sont plus collaboratrices, ils travaillent ensemble davantage. J'ai juste un exemple là-dessus quand on parlait d'autonomie et qu'on disait les entraînements, on laissait faire, on l'a pas assez fait. On l'a fait une fois cette année. Les garçons, ils sont tout de suite partis sur du comptage de points et des matchs. Et les filles ont fait de la répétition des gammes en collaboration. Ouais. Après, c'est peut-être un hasard, j'en sais rien. Ouais. Mais tous ces exemples ne font que renforcer cette idée-là. Mais... Oui, tout à fait, tout à fait. Et je vous dirais que pour moi, puis le conseil que je donne toujours aux entraîneurs qui travaillent des athlètes féminines, l'athlète féminine qui est très compétitive, souvent les entraîneurs vont la ramener vers le côté collaboration. C'est pas normal. L'athlète féminine est trop compétitive. Alors pour moi, là, c'est du bonbon, là. Je veux la garder, là. À l'inverse aussi, l'athlète masculin qui est un peu plus collaborateur, un petit peu moins compétitif, je ne veux pas le mettre de côté, là. Okay? Je veux le garder parce que c'est sain et ça devient un équilibre pour cet athlète-là également. Donc, il faut juste faire attention au niveau de, je pense, des perceptions qu'on peut avoir. Il n'y a pas un être humain qui est pareil, qui est le même. On peut avoir des généralisations qu'on a vues à travers le temps, mais il ne faut juste pas tomber dans l'athlète est comme ça, il va agir de cette façon-là. Moi, en retour, comme entraîneur, je vais agir de cette façon-là parce que l'athlète s'attend à ce que je réponde de cette façon-là. Ce n'est pas toujours le cas. J'aime dire que l'athlète féminine, elle veut être coachée comme un garçon, mais elle veut être traitée comme une fille. C'est toujours ce que je dis à mes coachs chez nous. C'est ce que j'ai vu au cours des 15 dernières années. Elle ne veut pas être coachée différemment. Elle veut être traitée comme elle est, tout simplement. Avec respect et peut-être une approche qui est un peu différente par rapport à ce qu'on va dire et ce qu'on va faire. On peut revenir? Merci. Donc souvent, ce qu'on se retrouve, c'est qu'avec cette équation-là, où l'objectif ne fonctionnera pas, parce que la punition qu'on a associée à notre choix est plus grande que le prix. Et c'est là, à ce moment-là qu'on abandonne. C'est à ce moment-là que l'athlète va passer à autre chose, va se décourager. C'est là que l'entraîneur, souvent, va essayer de changer les choses parce que ça ne fonctionne pas. Donc, cette équation-là, il faut faire en sorte qu'on puisse la pivoter. Et je vais vous donner une activité qui va vous permettre justement, une stratégie qui va vous permettre de pivoter cette Donc, évidemment, si vous avez cette formule-là, vous allez vous retrouver dans une situation de mauvais départ, de faux départ, etc., où on va justement devoir recommencer à zéro. Vous allez avoir perdu énormément de temps dans cet établissement en fixation d'objectifs-là, de sorte qu'on n'aura peut-être pas les succès désirés. On continue. Donc, 3 éléments pour une fixation d'objectifs qui sont pour moi hyper importantes. Okay? Tout d'abord, il faut que ça soit excitant pour l'athlète. Si l'objectif que vous fixez à vos athlètes n'est pas excitant, il n'y a aucune chance que ça fonctionne. Si ça ne vous allume pas le matin en vous levant d'atteindre votre objectif, de faire plus d'activité physique, d'arrêter de fumer, de devenir champion du monde de tennis ou de courir un marathon ou de réussir à terminer un marathon, c'est terminé, vous n'aurez pas de succès. Donc, premier élément, il faut que ça soit excitant. Donc, comme entraîneur, lorsque vous allez rencontrer vos athlètes, vous allez établir des objectifs avec eux, il faut faire en sorte que vous allez fixer quelque chose, établir un objectif, il faut les exciter. OK? Premier élément, super important. Le prochain, il faut que ça soit important. Il faut que ça ait une signification pour l'athlète. Donc, en plus d'être excitant, il faut que ça soit significatif. Il faut qu'il y ait un meaning, comme on dit en anglais. OK? Si vous n'avez pas cette signification-là, encore une fois, donc, il faut aller au-delà de dire, bon, je veux terminer un marathon, mais pourquoi tu veux terminer un marathon? Il y a une signification derrière ça. Ça devient important. Et le troisième point, que ça soit assez difficile. Si c'est trop facile, si c'est trop difficile, si c'est trop difficile,
vous n'atteindrez pas votre objectif. Donc, il faut qu'il y ait un certain niveau de défi, un certain niveau de travail qui va faire en sorte qu'on atteigne cet objectif-là. Donc, 3 éléments. OK? Je vous propose un petit exercice, et je vais aller à la prochaine avant. On va transformer notre équation en faisant un exercice différent, puis je vais vous proposer de probablement l'essayer avec vos athlètes dans les prochaines semaines, si vous voulez. On va transformer notre équation pour que, justement, tu peux aller à la prochaine, que notre prix gagne la bataille des 2 P. Okay? Donc, notre prix qui est associé à notre objectif va être celui qui va remporter cette bagarre-là. Et pour ce faire, on peut avancer à la prochaine. Il va y avoir quelques clics, mais il ne va pas trop vite. Tu peux aller à la prochaine. Donc, si on regarde les 3 éléments qu'on a dit, on a excitant, ne bouge pas trop vite. Vous allez demander à vos athlètes sur une échelle de 1 à 7. Comment excitant est ton objectif pour toi? OK, 1, ça ne m'excite pas du tout. Je n'ai pas le goût d'atteindre mon objectif. C'est vraiment pas... Je me lève le matin et puis j'y pense même pas. Jusqu'à 7, où c'est vraiment, vraiment 7, là, ça m'excite au plus haut point. J'ai le goût de tout faire avec, pour y arriver, etc. Ça m'excite vraiment, vraiment beaucoup. OK? Et vous allez faire le même parcours. Tu peux avancer un petit peu plus vite. Tu peux aller à l'autre aussi. Vous allez faire le même exercice pour les 3 éléments dont je viens de vous mentionner, à savoir l'importance que vous accordez à votre objectif et jusqu'à quel point c'est ardu. Donc, 1, hyper facile. 7, quand même assez difficile, puis j'ai le goût quand même, ça vient me chercher. Et je vous le dis, je l'ai fait plusieurs fois, tu peux cliquer une autre fois. Si vous n'avez pas un pointage au-delà de 17, ça ne fonctionnera pas. Vous n'atteindrez pas votre objectif. Okay? Donc, si vous additionnez, si je suis un 3 x 6, par exemple, ça fait 18, ça va. Si vous avez 6, 6, 5, vous avez 17, ça va. Si vous avez 5, 5, 5, ça fait 15, vous n'atteindrez pas votre objectif. Vous ferez l'exercice avec vos athlètes et ça va vous donner une meilleure perspective à savoir si vous pensez que vous allez atteindre cet objectif-là avec vos athlètes. Vous pouvez le faire de différentes façons. Je peux demander à Sylvain de répondre aux questions. Je peux le faire aussi en fonction de ce que je perçois que Sylvain va répondre. Et on le met en commun, puis on voit si l'athlète, on est sur la même page avec l'entraîneur. OK? Une façon différente. Et vous avez sûrement vu dans la littérature, donc, ça nous prend des objectifs qui sont SMART. Probablement, vous avez déjà vu ça, spécifique, mesurable, adaptatif, réel, puis temporel. Vous avez probablement vu ça. C'est bien, c'est bien. L'athlète ne viendra pas s'associer à ça autant qu'un système comme celui-là. Puis je vais même aller plus loin aussi. Je vais vous demander de trouver, après, quelque chose de différent qui va rester dans la tête de l'athlète, je vous garantis. Il n'y a pas une différence entre sport individuel et sport collectif quand même sur cette approche-là. Pourquoi? Parce que l'individualisation, en fait, peut amener, je pense, à aller vers un résultat au-delà. Mais après, c'est peut-être qu'une croyance. Mais j'ai l'impression qu'en fait, le sport collectif, peut-être qu'il a le sentiment d'être moins imprégné dans un... Vous disiez tout à l'heure, tu te lèves le matin, marathon, oui, quand tu prépares un marathon, tu es dans ta bulle marathon. Ouais. Je suis pas sûr, mais après, c'est que tous les composants d'un sport collectif soient dans une bulle. Parce qu'il y en a certains qui sont nonchalants, parce que certains, ça va avec leur style, ça va avec aussi leur dynamique, avec ce qu'ils sont culturellement et ce qu'ils sont aussi. Je prends les Brésiliens en foot, on sait très bien qu'à un moment donné, peut-être que l'importance va être dépassée par le style de jeu, par la beauté du jeu, etc. Donc, c'est ça que je pose. Est-ce que cette approche-là, cette échelle-là, est autant efficace ou a les mêmes résultats sur un sport individuel ou un sport collectif? Il faudra faire des comparaisons, mais pour moi, il y a tendance que le sport individuel, c'est... Faites vos tests. Moi, je vous propose des choses. Pas sur le sport individuel. Mais faites vos tests. Moi j'aime cette formule-là. Je ne dis pas que c'est la formule parfaite. C'est une formule qui est différente, une formule qui vient stimuler les athlètes différemment, puis qui vient les chercher davantage avec ce que j'ai essayé de cette formule-là. C'est une formule que vous avez pratiquée avec des enfants de tout niveau, enfin des athlètes de tout niveau d'âge? Plus des athlètes de plus haut niveau, je vous dirais. Et en termes d'âge? Je vous dirais à partir de, pour moi, dans mon cas, c'est à partir de 16 ans. La difficulté que l'on a encore une fois, avec des jeunes catégories, c'est que
beaucoup d'enfants, en fait, nous donnent la réponse qu'ils pensent qu'on attende. Et non pas leur motivation, qui est leur motivation réelle. Et, avec des gosses de 12 ans, il n'y en a pas un qui va vous dire j'ai pas envie de gagner Roland Garros, il n'y en a pas un qui va vous dire j'ai pas envie de gagner tard, mais pour autant, est-ce que c'est sa vraie motivation? Je n'en suis pas certain. Oui, tout à fait. Donc, c'est certain qu'avec les enfants, c'est plus complexe. C'est pour ça que je vous dis que ça prend quand même une certaine maturité pour être capable de réfléchir sur ces trois éléments-là. Ouais. Et du coup, est-ce qu'avec des enfants de moins de 16 ans, enfin plutôt autour de 12 ans, c'est le quotidien des enfants qu'on a, est-ce qu'on ne ferait pas ce système d'objectifs, mais à renouveler tous les ans? Des objectifs à plus court terme, que ce soit au résultat ou au développement. Enfin, en fait, quand je vois ce modèle-là, moi, ça me fait penser à un modèle sur une année. À me dire, voilà, on fixe un objectif en début de saison, et puis on fait le point 10 mois après, et puis on repasse sur un autre objectif, parce qu'à cet âge-là, il se passe tellement de choses en même temps que... Tout à fait, tu vas le voir un peu dans les prochaines slides que je vais montrer. Puis peut-être que la prochaine stratégie que je vais te proposer, peut-être que tu vas trouver que pour les enfants, ça peut peut-être allumer davantage. OK? Alors, on va continuer. Alors, 3 types d'objectifs. C'était votre question tout à l'heure. Je m'en viens avec ça. Tu peux cliquer une fois. Une autre fois. Donc, notre objectif de résultat. Donc, on monte nos escaliers. Ce qu'on veut atteindre, c'est notre objectif de résultat. C'est souvent une performance. Je veux gagner un tournoi du Grand Chelem en tennis. Je veux terminer le marathon de Boston. Je veux amener mon équipe au championnat d'Europe. Peu importe. C'est notre objectif de résultat. Alors là, on a volé mon punch, mais c'est pas grave. Non, c'est bon. C'est Arnaud Ingan qui t'a volé. Les différentes marches de notre escalier sont nos objectifs de performance. Donc, ce sont toutes les petites étapes. En anglais, on appelle ça des milestones, les petites étapes qu'on va atteindre qui vont nous amener de plus en plus proches, de plus en plus près de notre objectif de résultat qu'on va s'être fixé avec nos athlètes. Et si on continue un petit peu plus loin, nos contre-marches sont nos objectifs de processus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à tous les jours qui va nous permettre de monter la marche? Qu'est-ce qu'on va faire à tous les jours qui va nous permettre de devenir plus performants? Qu'est-ce qu'on va faire à tous les jours qui va nous permettre de devenir meilleur dans la discipline qu'on va avoir choisie? Okay? Les objectifs de processus sont souvent négligés chez les entraîneurs. Souvent négligés. Alors que c'est ces objectifs-là qui vont faire en sorte qu'on va progresser à tous les jours. On va progresser à toutes les semaines, à tous les mois, et d'une année à l'autre, et sur un 4 ans olympique, par exemple, si vous êtes dans une discipline olympique. Okay? Ces objectifs-là sont super importants. J'avais donné l'exemple au gars de baseball l'autre jour. On n'a pas un Péléda, non? Péléda, j'en ai. Merci. Oui, c'est j'utilise les mots en anglais parce que ça fonctionne en anglais, ça ne fonctionne pas en français, vous allez comprendre. Objectif de processus, objectif de résultat, ça va? Outcome en anglais, OK? On va le faire, André, pardon, pour que le distanciel nous voit, on va le décaler un peu. Okay. Le tableau, vas-y, amène-le par ici. On va voir s'il est ici pour tous. C'est bon, on le voit. C'est bon? Ouais. OK. Les autres ne le voient plus. Non, parfait. C'est ça. Vous l'avez dans la tête, les deux mots, là? Okay. Oui, et la façon de vous en rappeler et la façon de faire pour que vos athlètes s'en rappellent également, regardez les 3 premières lettres des 2 mots. Okay? Donc, si vous mettez le focus sur le processus, vous allez être un pro. Si vous focussez sur les résultats, le outcome, vous allez être out. Vous faites partie du système, vous n'aurez pas vos résultats. Okay? Donc, c'est une bonne façon de s'en rappeler. C'est une bonne façon avec vos athlètes aussi de se rappeler, et pour vous également, puis les entraîneurs avec qui vous travaillez, que l'importance ici de travailler sur les objectifs de processus, c'est là que ça va vous amener. Okay? Donc, c'est une façon imagée de s'en rappeler. Ça va? Parfait. C'était juste ce que j'avais par rapport à ça. On revient.
cliquer une autre fois, je pense. Là, je vais vous amener ailleurs par la fixation d'objectifs. Je ne vais pas vous donner un cours d'horoscope chinois, ce n'est pas l'objectif. On a appris des choses. Mais ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous connaissez un peu les horoscopes chinois, mais à chaque année, on change. C'est l'année du chien, l'année du serpent, je pense, il y a l'année du cochon, du singe, etc. Et on nous identifie selon notre année de naissance à un animal, etc. Et je vous amène à réfléchir. Et j'ai commencé à faire ça avec mes athlètes il y a quand même quelques années de ça. Et ça fonctionne bien avec les plus jeunes. Donc, oui, c'est intéressant d'avoir des objectifs qui sont smart. Tu peux aller à la prochaine. Il ne va pas trop vite, non, reviens. Mais j'aime les faire réfléchir sur trouve-moi un mot qui va définir ton objectif. Un mot. OK? Si, par exemple, mon objectif, c'est d'aller chercher plein d'idées. Pendant mon année, je suis un entraîneur, j'essaie de devenir meilleur, j'essaie d'aller voler des idées aux autres, les approprier, les changer un peu, puis faire en sorte que je peux construire des choses autour de ces idées-là. Bien, peut-être que pour moi, cette année, peut-être pour moi, cette année, c'est l'année du pirate. À toutes les fois que je vais penser au pirate, bien, je vais penser que pour moi, c'est important d'aller chercher de l'information davantage à chaque fois que je vais être dans une conférence, etc., de sorte que je vais grandir comme entraîneur. Et vous allez voir toutes sortes de belles choses qui vont survenir lorsque vous allez demander à vos athlètes d'être créatifs par rapport à trouver un mot qui va définir leur objectif de saison, leur objectif de semaine, leur objectif de mois, même si vous changez à travers le temps. Juste le fait de s'associer à un mot fait toute la différence parce qu'il est ancré dans leur cerveau. Et ça vient d'eux également. Ce n'est pas vous qui l'imposez, c'est eux qui viennent vous le dire. Ils peuvent s'y associer facilement. Donc, pour moi, ça fonctionne bien. C'est une petite stratégie qui est différente. Et peut-être qu'avec les plus jeunes, ils vont peut-être s'associer à un super-héros, par exemple, ou peu importe ce que c'est. De sorte qu'on voit ce processus-là de fixation d'objectifs complètement différent. Est-ce que j'ai des questions jusqu'à date? Ça va? On continue? Ça, c'est important aussi. Ne pas faire tomber sa glace. Très important. Avant que tu poursuives, André, je peux poser une question? Certainement. On a coutume de dire que pour que ce soit efficace chez un athlète, il serait bon de fixer au maximum 2 objectifs dans l'année. Au-delà de 2, c'est très difficile pour l'athlète d'avoir une stabilité. Combien, justement, à travers ton modèle, d'objectifs on peut fixer par athlète dans la progression? Tu parles d'objectifs de résultats, tu parles d'objectifs de performance, de processus? De processus. Processus, pour moi, il y en a plus qu'un, il y en a plusieurs. Parce que les objectifs de processus, vous allez en avoir toutes les semaines, ça va changer, etc. Je pense que où on peut limiter le nombre d'objectifs, c'est dans les objectifs de résultats. C'est certain que vous ne voulez pas en avoir beaucoup. Je vous dirais que si vous avez en tête mes escaliers, plus on est haut dans les escaliers, moins qu'on a d'objectifs, plus on descend. Les objectifs de performance, on peut en avoir un petit peu plus. Objectifs de processus, on peut en avoir même beaucoup. Parce que ces objectifs-là de processus, on va les atteindre plus rapidement. Donc, on peut se permettre d'en avoir davantage. Donc, plus on est bas, plus qu'on en a, plus on monte, moins qu'on en a. OK. OK, merci. David Génie qui lève la main. Oui, c'est lui. C'est lui qui vient d'intervenir. Je repars sur la diapo. C'est bon, oui. Il peut enlever sa main d'ailleurs, David. Merci, OK. David. OK. Tout ça pour vous dire que on disait donc faire attention de ne pas échapper sa glace, mais ça va arriver. Ça va arriver qu'on va se tromper, ça va arriver qu'on va vivre l'échec, ça va arriver que les objectifs qu'on va s'être fixés, on ne les atteindra pas peut-être à un rythme qu'on s'était fixé au départ. Et c'est très normal. Si je vous dis que souvent, mes étudiants, je vous donne l'image du Canada, là, qu'on est à Montréal, puis qu'on décide qu'on part en voiture jusqu'à Vancouver, complètement à l'autre bout du pays, et qu'on se dit que ça va nous prendre 4 jours en voiture, et on part en voiture, on se fixe un objectif d'arriver dans 4 jours, et on part tout le monde en voiture. Et après quelques heures, ce que je ne savais pas, c'est que Sylvain
Il dit, coach, est-ce qu'à toutes les 2 heures, il y a besoin d'aller faire pipi? Je ne savais pas, Sylvain, il a besoin de faire pipi souvent. Alors, il faut toujours arrêter. Est-ce que là, le coach, il faut arrêter de faire pipi? Je n'avais pas prévu ça. Okay? Donc, évidemment, au lieu d'arriver dans 4 jours, on va peut-être arriver dans 5 jours à cause de Sylvain. Donc, quand on fixe des objectifs, le parcours qu'on se fixe, peut-être que ça va déraper en fonction de plusieurs facteurs. Donc, ces moments-là, que j'appelle les moments « oups », sont hyper importants. Et pour moi, je vais même aller plus loin que c'est des moments que je célèbre. Parce que c'est des moments d'échec qui sont très, très riches en apprentissage. Et autant en milieu sportif qu'en milieu corporatif avec des entreprises, je mets beaucoup, beaucoup d'accent sur ces moments-là. Donc, à tous les fois où on peut apprendre d'une erreur qu'on a faite, une erreur de parcours après un tournoi, par exemple, ou lorsqu'on va faire notre débrief ensemble, après un match régulier, où on peut partager ensemble ces moments-là que j'appelle les moments « oups », on devient à chaque fois meilleur. Je ne vous dis pas de faire une fête, c'est pas ça que je vous dis là, OK? Mais de les souligner et de créer une ambiance, une atmosphère de travail où prendre des risques, échouer, c'est correct de le faire. Et ça fait partie du processus. Et quand vous créez ce climat d'apprentissage-là dans vos groupes, que ce soit en sport individuel, que ce soit en sport collectif, où on n'a pas peur de prendre des risques, on n'a pas peur d'échouer, ça change la donne complètement. OK? Et comme entraîneur, c'est la même chose aussi. Reconnaître ses erreurs, d'en apprendre, de faire en sorte qu'on ne devient pas le coach après 25 ans qui a 25 fois la même année d'expérience, mais qu'on a vraiment un entraîneur de 25 ans d'expérience. C'est à cause des moments oups comme ceux-là qu'on a valorisés au point où on peut devenir un meilleur intervenant. On peut développer des meilleurs athlètes, etc. Ça, je vous encourage à le faire. Je commence en milieu d'entreprise, on commence les rencontres comme ça. Qui a un moment oups à partager ce matin? Ben, il y en a un qui faisait, moi, j'ai fait une gaffe hier, j'ai tenté de faire ça avec un client, ça n'a pas fonctionné, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? J'ai pris le téléphone de Sylvain. J'ai pris le téléphone de Sylvain. C'est bon, ça. Donc, Joël a volé mon téléphone hier soir. Bravo Joël, très bien. Donc, c'est perdu. Donc soyez à l'aise de le faire, même avec vous dans votre coaching, avec vos athlètes. C'est évident que ça va avoir un impact significatif chez vos athlètes. Puis lorsqu'on fait le lien avec la fixation d'objectifs, on peut identifier justement les petits moments qui nous font dérailler. On peut rapidement ramener le train sur les rails en faisant ces petits moments-là. Ça va jusqu'à date? Pas de questions? C'est bon? Moi, j'ai peut-être juste une remarque. Je sais pas si, moi, la sensation que j'ai depuis ce matin là, c'est que ton approche, tu la poses quand même essentiellement sur l'athlète pour qu'il reste lui-même, donc tenir compte de la personne en tant que telle, et puis de s'assurer qu'elle veuille s'engager dans son projet. Donc, je trouve ça intéressant. Tous les signes que tu nous donnes hier et encore ce matin, c'est centré quand même sur l'athlète. Donc, c'est plus que de l'individualisation, c'est vraiment de la personnalisation, quoi. C'est vraiment tenir compte de l'individu pour ce qu'il est, pour ce qu'il a envie de faire, et que si on n'associe pas l'athlète à tout ça, je dirais même plus loin qu'il y a une différence entre centré sur l'athlète et centré sur la personne. C'est ça. Il y a une différence entre les deux. C'est là que je plus sur la personne. Vas-y. En me projetant un peu sur nos athlètes, nous, qui sont dans une structure qui est reconductible d'une année sur l'autre, en fait, en général, ils font au moins 2 ans. Mais la difficulté va être peut-être, et là, tu vas peut-être pouvoir m'aider là-dessus, mais de fixer un objectif sur une année. Et dans le cas où l'objectif est réalisé, pour l'athlète, ça va être assez logique qu'il va être reconduit. Et dans le cas où l'objectif n'est pas réalisé, comment justifier qu'on va le garder ou pas le garder? Enfin, je veux dire, comment être au clair avec ça par rapport à l'athlète et puis aussi par rapport à ses parents? Est-ce que l'objectif, il doit être que entre l'athlète et l'entraîneur? Est-ce que les parents doivent être au courant? Enfin, voilà, moi, j'ai pas mal de... Est-ce que je vous ai parlé hier de la délicieuse incertitude avec vous? Je n'ai pas fait ça hier. Non. OK, je vais revenir au tableau parce que je pense que ça vaut la peine. Est-ce que tu as un truc pour effacer? Merci. Je vais me faire travailler
bouger ça. En fait, l'idée, c'est de trouver la façon pour qu'ils atteignent l'objectif. Pour ne pas se retrouver dans la situation que tu le mentionnes. Okay? Sans que ça soit trop facile. Oui, je sais, mais on peut trouver une façon de le faire si vraiment on planifie comme il faut. Je vais juste faire un petit dessin ici. C'est de reproduire un peu. On a... moi, je vais positionner... Okay. En vrai, tu feras juste attention à la caméra. Oui, je vais juste écrire. Je me permets d'intervenir. Je vois plus la salle, moi, de mon côté. Je ne sais pas si les autres participants en visio ont le même écran que moi. Écoute, là, ça marche. Ok. Donc, ça bug chez moi. Ok. C'est bien leur fenêtre, David. Si vous voyez mon tableau, là, je vais l'expliquer là, avec mes grabouillis. Il est noir. Je vois Christophe, par contre. Christophe, je le vois bien. Mais André et vous tous dans la salle, je ne vous vois plus. Je vais me déconnecter hier, il faut voir la caméra. Ouais. Je suis pour rien. Peut-être déconnecter et revenir. Ouais. Les CTS et les CTS. Ça craint. Je ne suis pas. Et puis aussi. Christophe, est-ce que tu peux enlever ta caméra, s'il te plaît? On devrait voir si ça fonctionne avec notre... Je suis pas sûre que ça change grand-chose. On reste sur l'écran principal. Je peux poursuivre? Oui, vas-y. Ouais, okay. Donc, j'explique brièvement le tableau. Peut-être que je l'avais déjà vu avant, mais pour moi, c'est une autre page. Je pense que je l'avais dit à vous, là, une page frigo. Là. On prend en photo, puis pour les coachs, c'est important. Là. En bas, vous avez le niveau d'habileté des athlètes. OK? Je ne suis pas très bon, je ne suis pas très bonne, je suis vraiment compétente. Ça va? De bas en haut, vous avez la difficulté de la tâche. Vous pouvez le changer par la complexité de l'objectif, par exemple. Donc, très facile à atteindre, très difficile à atteindre. Ça va? Donc, si vous suivez ma logique, merci. Si je suis très bon dans quelque chose, je suis ici. Et ce que vous m'offrez comme tâche, c'est très facile. Donc, je suis ici. Qu'est-ce qui se passe? Je suis très bon dans quelque chose, ou très bonne. Et ce que vous m'offrez comme exercice, vous m'offrez comme objectif, c'est très facile. Qu'est-ce qui va se passer? Perte de motivation. OK. Motivation descend. Quoi d'autre? L'ennui un peu? Blessure. Non. Ben non. Ah oui, c'est quoi là? Donc, on est très bon dans quelque chose, la tâche est très facile. Investissement. Comment? Investissement, motivation. Oui, investissement faible. Quoi d'autre? À peu près ça? Ah, c'est ça. Bon, OK. Allons à l'inverse. Si je suis pas très bon dans quelque chose et que la tâche que vous m'offrez est très, très, très difficile, on est là. Qu'est-ce qui arrive? Bah, pareil sur la motivation. Oui, motivation va descendre. Frustration peut-être. Okay, donc, frustration. On pourrait même ajouter le mot anxiété, etc. Okay? Donc, vous voyez tous ces mots-là ici qu'on a écrits, c'est pas vraiment là qu'on veut se retrouver avec des athlètes, n'est-ce pas? Donc, votre rôle comme entraîneur, le rôle de tout programme sportif, c'est d'essayer de se ramener le plus possible dans notre zone optimale. Puis ça, c'est pas facile. Parce que, pour plusieurs raisons, tous les êtres humains sont différents. Si vous faites un exercice, l'exemple que je donnais au gars de baseball, souvent on a la tendance à faire un exercice pour tout le monde, avec le même objectif. Mais il faut toujours avoir en tête que l'exercice qu'on va proposer devrait avoir des objectifs différents selon le type de participant à qui on a. Okay? Et quand on travaille toujours dans cette logique de travailler en zone optimale, de défi, c'est pour ça qu'en français, dans la littérature, on l'appelle ce modèle-là la délicieuse incertitude, où on est toujours dans la oui, je suis capable, ça va être difficile, je suis capable, etc. On est toujours dans cette incertitude-là de savoir qu'on peut accomplir quelque chose. Et votre travail est justement de faire en sorte, c'est là que les bons entraîneurs vont être capables de ramener toujours vers cette zone centrale-là, de sorte que les objectifs, autant que possible, on les atteint. C'est ça qu'on veut faire. Donc, évidemment, si vous voyez qu'en cours de route, là, je reviens à ta question, que l'objectif qu'on avait fixé au début, ça risque d'être un peu plus complexe,
on peut toujours le changer, l'objectif. La beauté de la fixation d'objectif, c'est qu'on peut toujours y revenir. Et on ne peut pas jouer sur le temps pour l'atteindre. Tout à fait, c'est ça. On peut dire, ben, au lieu de l'atteindre la semaine prochaine, peut-être que ça va nous prendre plus de temps. Et à l'inverse, au lieu de l'atteindre en un an, tu l'as fait en 6 mois. Ben oui, tant mieux, on redéfinit, on va plus loin, etc. Et ce que vous devez retenir dans tout ce qu'on vient de discuter ensemble, c'est que ce n'est pas arrêté dans le temps. Il faut y revenir souvent. Il faut évaluer où on est rendu dans cette progression-là, de sorte qu'on ne perd pas de temps et qu'on peut optimiser justement où on s'en va avec en français, justement, dans ce modèle-là, on rajoute zone d'incertitude et marge de manœuvre. Oui. C'est ça, c'est tout là-dedans. Des organisations. Tout à fait. En inverse, on n'appelle pas zone optimale. OK. On dit optimum. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça va pour ça? Question pour ça? Ça, c'est important. Et à tous les jours, il faut l'avoir dans le derrière de votre tête. À tous les jours, lorsque vous travaillez avec vos athlètes. C'est hyper important, mais tellement difficile en même temps. Tellement difficile parce que c'est pas... le réflexe que vous devez avoir, c'est qu'à toutes les fois dont vous faites le design d'un exercice, vous devriez toujours instinctivement avoir une variante plus facile, une variante plus difficile de chacun de vos exercices. Ce qui n'empêche pas, je crois que tu l'as évoqué hier, que certains entraîneurs, parfois dans la saison, proposent à leurs athlètes des compétitions où ils sont dépassés, où le niveau est trop important, juste pour qu'ils se rendent compte. Est-ce que je l'ai parlé hier de ça? Il me semble que tu l'as évoqué hier. Oui, c'est ça. Oui, je pense que oui. Je vous donnais l'exemple de la natation, où l'entraîneur, délibérément dans l'année, va proposer 2 compétitions plus, où vraiment le niveau de compétition va être très élevé, où on va perdre lamentablement. Okay? 2 compétitions moins, où je vais gagner facilement. Donc, apprendre à gagner, c'est pas une mauvaise chose. Et peut-être 2, 3 compétitions dans l'année où je vais être directement là. Okay? Ça, c'est important. Ça, c'est quand on connaît bien nos athlètes, on connaît bien également le système de compétition, on est capable de jouer avec ça, puis on est surtout capable de le planifier dans la saison, de le planifier dans l'année. Okay? Donc, on peut voir ici, on va perdre. L'athlète est capable de voir qu'est-ce qui s'en vient, c'est quoi le prochain niveau, puis comment difficile ça va être. Et ça lui donne une perspective d'objectif à savoir, moi, je veux jouer contre eux, je vais être capable de compétitionner contre eux dans un certain avenir, rapproché ou pas. Ici, ça donne un peu de confiance, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Je peux remporter des matchs, je peux remporter un trophée, je peux remporter une médaille. Ça fait du bien au cerveau, on en a tous besoin. Et ici, ça nous permet d'avoir des compétitions qu'on appelle significatives, qu'on va se rappeler longtemps, des matchs serrés, etc., qui font de nous des meilleurs athlètes au bout du compte. Match référence. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est une planification qui est délibérée. Vraiment, l'entraîneur va décider, puis vous êtes dans les gens de tennis, vous pouvez le faire. Les gens en natation peuvent le faire. Dans certains autres systèmes, on ne peut pas le faire. En sport collectif, on a une ligue, et on ne peut pas choisir, le coach ne peut pas choisir. Mais dans des sports comme le tennis, la gymnastique, l'autre exemple que je donnais tout à l'heure, la natation, par exemple, on peut délibérément choisir où l'athlète va se pointer. Ouais. Donc ça, c'est intéressant pour le type de sport dans lequel vous êtes. Alors, je me fais le gardien du temps. André intervient jusqu'à 9h30, donc ceux qui sont en distanciel, vous n'hésitez pas à interpeller André, poser des questions. Et puis, je pense qu'on peut continuer comme ça. Oui, on va continuer. Il est prévu un temps d'échange après son exposé, mais si vous voulez intervenir tout de suite, n'hésitez pas. Donc, évidemment, ce qu'on parlait hier, puis je veux mettre quand même une emphase, revenir là-dessus aujourd'hui, c'est de passer d'un système de 2 dimensions qu'on retrouve un peu partout dans le monde, où on va développer la performance, où on va développer le sport, mais qu'on oublie de développer la personne. Donc, je vais vous inviter à réfléchir dans vos programmes, jusqu'à quel point que vous pourriez passer justement d'un système à 2 dimensions à 3 dimensions, où l'athlète est toujours au centre de tout ce qu'on fait,
mais qu'on va se préoccuper davantage du développement de la personne, du développement du citoyen, etc. Parce qu'au bout du compte, je pense comme on se disait hier, la majorité des athlètes avec qui vous allez travailler... Bon. Ouais. La majorité des athlètes avec qui vous travaillez ne feront pas ça dans la vie, être athlète. Ils vont faire autre chose, évidemment. OK? Donc, c'est un modèle qui est tendance un peu partout maintenant, où on va davantage passer à travers une gamme de planification qui va davantage considérer la personne. En fait, si ça vous intéresse, les compétences de vie, vous avez une fédération aussi, le foot, qui ont développé une belle matrice de compétences de vie qui est superbe. Je pense que je vous l'avais dit, l'exemple de la sélection, c'est vous autres que je vous le disais hier, je peux mélanger, c'est avant hier, où les sélectionneurs, c'est vous que je vous parlais hier? Non. Si, hier, André a expliqué qu'ils avaient intégré la façon dont l'athlète réagissait face à l'erreur de son partenaire. C'est ça, exactement. Et ils ont développé une belle matrice à partir de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 15 ans. Les ressources sont gratuites sur leur site. C'est superbe. Donc, le développement de la personne est hyper important. On continue. Je vous parlais hier des 4 éléments importants dans votre planification d'entraînement. Les 4 pattes de la table. Tu peux aller à la prochaine. 4 pieds. Les 4 pieds qu'on dit? Non, on dit les pattes, nous, chez nous. Les pattes, oui, les pattes, c'est bon. Non, les pattes. Tu peux cliquer 4 fois. Donc, on a les 4 pieds de la table. Le côté technique, le côté tactique, le côté physique et mental, donc que je vous mentionnais hier. Et lorsqu'on va un peu plus loin dans cette réflexion-là, tu peux cliquer une fois. Tu peux ouais, OK. Tu peux sauter celle-là. Ouais, OK, j'ai mis ça dans le désordre un peu, là. OK, bon. Reviens, excuse-moi. Donc, dans tout ce qu'on va faire comme planification, en gardant en tête ces 4 éléments-là, c'est comment qu'on peut développer une matrice à travers chacun des groupes d'âge avec qui on va travailler, qui considère justement ces 4 pieds de table-là et comment on va le décliner à travers le temps. C'est un travail très demandant de savoir, bon, à 11 ans, qu'est-ce qu'on veut que mes athlètes soient en mesure de faire en tennis. À 13 ans, qu'est-ce que je veux que mes athlètes soient capables d'accomplir en natation, et ainsi de suite. Mais quand on a un cadre de travail qui est bien défini, ça va guider votre travail comme entraîneur, ça va guider le message envers les parents également, et vous allez ressortir gagnant, ça c'est certain. Et ça va vous donner un fil conducteur aussi pour le développement des compétences à travers le temps aussi. Donc, quand on parle de développement de matrice, évidemment, il faut l'évaluer, ça nous permet de comparer également avec différentes structures à l'intérieur de votre sport aussi pour en arriver avec le meilleur succès possible. Tu peux aller à la prochaine. Donc, c'est un exemple de baseball ici que vous voyez. Vous pouvez l'imaginer dans votre sport. Mais ce qui est important de voir ici, c'est qu'on a 4 stades d'atteinte d'objectifs ou d'atteinte de des différents niveaux de notre matrice selon les groupes d'âge. Il faut le lire de cette façon-là aussi, de D à C, à B, à A. OK? Donc, le plus bas niveau ici, chez nous, on appelle ça secondaire 1, 2. Ici, c'est quoi? C'est 7e, 8e? Ouais, collège. Parfait. Début de collège. Ensuite, on est initial, on commence notre programme ici. On arrive à émergent, on est en secondaire 3, on a autour de 14, 15 ans à peu près. On arrive ici, on est autour de 16, 17 ans. Et ensuite, ici, c'est les meilleurs où on va aller jusqu'à 18 ans ici. Okay? Donc, on tourne de cette façon-là ici. Okay? Et là, à l'intérieur de chacune de ces boîtes-là, vous pouvez faire le même exercice pour vos différentes habiletés. Et c'est à vous de voir dans votre sport quelles sont ces habiletés-là qui sont les plus importantes. Je te donne un exemple, si tu veux cliquer après. Donc, les joueurs de champ intérieur à mon sport. Okay? Qu'est-ce que je veux qu'ils soient en mesure d'atteindre à ce stade-là ici? Okay? C'est tout simplement une entrée sur la balle dans un environnement qui est très, très stable. Si j'atteins ça, je suis heureux pour ce joueur de position-là. À l'autre niveau, lorsqu'on est émergent, une entrée sur la balle avec un enchaînement, un lancer court et rapide. C'est mon seul objectif pour ce joueur avec cette position-là. Ici, on a une entrée sur la balle en lien avec la situation et le contexte. On commence à avoir un petit peu plus de mental, okay? De prise de contexte, de perception de l'environnement. Puis on est ici à performant.
une entrée sur la balle en lien tactique avec la situation et le contexte, les adversaires en mouvement, etc. Et ça, c'est primordial. Okay? Et vous pouvez donner même des notes avec un bulletin. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la gymnastique ou vous avez des enfants qui ont fait de la gymnastique. Louise, oui. Oui? Ah non. Ben, non, justement non. Très populaire, en tout cas chez nous, là, quand on inscrit nos enfants en gymnastique, à la fin de la session, on reçoit un petit bulletin avec un résumé des compétences. Oui, c'est atteint, non, c'est pas atteint, etc. Et quand on parlait de parents tout à l'heure, de communication avec les parents, nous, on s'en sert de plus en plus, même en sport collectif, de faire en sorte qu'on communique davantage l'atteinte de compétences avec les parents avec qui on travaille, peu importe le niveau. Donc, vous avez votre échelle ici. Vous pouvez jouer ici de D, C, on parle de 0 à 50. En haut, on est à 51 jusqu'à 100. Vous pouvez donner des notes par rapport à ça. Ils ont essayé au tennis, avec un passeport, avec des couleurs et des compétences à atteindre. Mais ça n'a pas très bien marché, parce que le but, c'était de pouvoir justement communiquer avec les parents. C'était une super idée, mais après, ça dépendait en fait que de la volonté de l'enseignant de le mettre en place et de le diffuser. Et ça demandait pas mal de boulot, c'est vrai. Donc, ça n'avait rien d'obligatoire, mais ça partait un peu de cette idée-là. Oui, il y a de belles applications aujourd'hui qui rendent la tâche de l'entraîneur beaucoup plus facile. Parce que je peux comprendre que ça peut être très complexe. Non, je comprends. Quand on voit 30 élèves dans la journée... C'est pas possible, c'est pas possible. Non. Mais si vous voulez avoir un bon suivi chez vos athlètes, ça passe par là, on n'a pas le choix. Faut devenir meilleur là-dedans. Après, c'est des intentions assez générales. Tu rentres pas dans la technique, justement. Voilà, c'est très ouvert. Oui, c'est ça. On peut revenir. Et je peux le décliner. Donc, j'avais donné l'exemple du champ intérieur. Tu peux aller à la prochaine. Je pense que j'ai les receveurs. Je pense qu'il y en a un autre après. Donc, OK, parfait. J'avais juste donné 2 exemples de ce côté-là. Donc, tout ça pour vous dire que dans votre planification, votre plan que vous voyez en haut, on se l'imagine, c'est très, très, très simple dans votre tête. Mais en réalité, c'est très complexe. Il arrive plusieurs problèmes qu'on n'avait pas prévus. Une blessure, un changement, un déménagement, changement d'entraînement. Il arrive toutes sortes de choses dans une planification. Il n'y a rien, une pandémie. Une pandémie qu'on n'avait pas prévue, personne. Hein? Donc, ça pour vous dire que c'est bien d'avoir un plan, mais la réalité, c'est que le plan ne sera presque jamais celui que vous avez prévu. Et si vous ne faites jamais de checkpoint, évidemment, on va être surpris d'arriver ailleurs. C'est pas ça qu'on veut. OK? Donc, l'importance de faire des checkpoints souvent pour savoir où on est rendu et si on est toujours dans la bonne direction pour atteindre notre objectif. OK, tu peux cliquer une fois. Je pense que ça va apparaître en même temps. Donc, nos 4 pattes de table. Ça, c'est important. Nos 4 pieds de table, comment qu'on va les décliner à l'intérieur d'une saison? Qu'on soit en préparation générale, qu'on soit en préparation spécifique, qu'on soit en compétition ou en affûtage. Je ne sais pas si vous utilisez le mot affûtage ici. Oui. Oui, ça va. Période d'affûtage. Tapering. Tapering en anglais. Et vous voyez qu'il y a une certaine, évidemment, ça donne toujours 100%, mais la question que vous devez vous poser, c'est comment dans votre sport que cette progression-là va se décliner. Je te disais, affûtage, je crois que je vois ce que c'est, la notion d'être affûté, etc. Mais est-ce que c'est une période foncière? Non, c'est la pré-compétitive. C'est quand tu affûtes vraiment, quand tu rentres, par exemple, je te prends l'athlé, le vraiment spécifique, tu vas faire la période d'affûtage quand tu vas faire vraiment tu vas réduire le volume et tu vas faire vraiment, par exemple, 8 fois 400 parce que tu prépares un 3000 mètres. Donc tu vas faire 8 fois 400 à l'allure 3000 mètres. C'est vraiment pré-compète, c'est la pré-compète. On réduit le volume, on fait des trucs très précis. Exactement. Je vais le mentionner un petit peu tantôt. Je ne vais pas tomber dans les détails techniques de l'affûtage, mais le point ici qui est important de savoir, c'est que de gauche à droite, dans votre planification annuelle, si vous regardez le physique, va rester quand même assez stable, va décliner un petit peu. Le côté technique va décliner dans l'année, c'est certain, parce que le côté tactique et le côté mental va prendre plus de place. Mais la tendance qu'on a souvent comme entraîneur, c'est qu'on veut davantage, à cause du système de compétition, que très, très tôt dans la saison, parce qu'on a une compétition qui s'en vient ce week-end, qu'on tombe tout de suite dans la tactique. Qu'on oublie que de faire les coups fondamentaux en tennis, c'est plus important que d'en savoir davantage sur l'adversaire tôt dans l'année. Puis ça devient une problématique. Même chose au baseball aussi. On a un match en fin de semaine qui s'en vient.
c'est le premier match de l'année, on va avoir tous les systèmes de jeu défensifs ou offensifs, mais les athlètes ne sont pas capables d'exécuter les tâches techniques qui leur permettent d'exécuter les tâches tactiques. Puis on se retrouve avec des entraîneurs frustrés, mais comment ça, vous n'êtes pas capable d'exécuter ces gestes-là, mais vous ne les avez jamais travaillés. Donc, évidemment, dans une planif, par rapport au pourcentage accordé à chacun des pieds de la table, il faut qu'il y ait une certaine planification de ce côté-là. Il faut être délibéré dans l'établissement, justement, de ces pourcentages-là lorsqu'on regarde de gauche à droite dans une planif annuelle. OK? Ça, je ne vais pas rentrer trop en détail. Vous avez probablement déjà vu ça avant, le principe de surcompensation. Je ne vais pas passer trop de temps. Mais les choses importantes, les choses importantes à savoir dans une planif hebdomadaire à chaque semaine, votre processus, votre planification de la fatigue et de la récupération, c'est la pierre angulaire de tout ce que vous faites. Donc, de gérer cette récupération-là, de gérer la fatigue, toujours, en général, beaucoup trop négligé de la part des entraîneurs. Et vous devez tenir compte si vous voulez avoir les meilleurs résultats possibles. Les athlètes de plus haut niveau prennent soin d'eux, vont prendre des pauses pour justement leur permettre justement de récupérer. Et ça, malheureusement, on perd beaucoup d'athlètes en raison d'entraîneurs qui ne le priorisent pas. Et c'est tellement important, surtout dans des sports qui demandent beaucoup au niveau système d'énergie. Il faut le faire. Le temps nécessaire pour atteindre la surcompensation après un entraînement optimal de qualité physique, donc il faut le considérer aussi dans notre planif. Après un repos complet, acquisition ou transformation de compétences ou de tactiques nécessite un système nerveux central reposé et une bonne concentration. À l'inverse, si vous êtes dans un sport, peut-être le vôtre un peu, où vous devez performer sous l'effet de la fatigue, mais il faut le pratiquer aussi. On s'entend? Je donne un exemple de plongeon. Je pense que je ne sais pas si je le donnais ou c'était un autre groupe que je le donnais. Là. Je me rappelle, il y a plusieurs années, j'étais allé voir un de mes collègues, entraîneur de plongeon. Je ne connais rien en plongeon. J'observais la séance d'entraînement. Et pour moi, le plongeon, ben, on monte, puis on plonge. Puis c'est ça qu'on voit à la télé. Hein? Mais là, je voyais les individus les athlètes qui montaient à la course, plongeaient, nageaient rapidement, remontaient à la course, plongeait, puis là, j'ai regardé ça, mais il est fou, pourquoi il fait ça? Et je lui avais posé la question après, je dis, pourquoi les athlètes courent? Ben, il dit, je veux qu'ils arrivent en haut, fatigués. Je dis, pourquoi? Ben, quand on arrive fatigué, qu'est-ce qui se passe? Surtout lorsqu'on veut exécuter des gestes techniques de haut niveau, on doit davantage travailler le côté mental, le côté cognitif pour nous permettre d'être plus dans le moment présent. Ça demande un petit peu plus d'énergie. C'est exactement ce qu'on fait dans la prépa marathon. Au lieu de faire 25 minutes avant la séance, on fait 40 minutes. OK. On est fatigué et pour faire après les 10 x 800, etc. Celui qui ne prépare pas le marathon ne le fait pas parce qu'on estime qu'en fait, au marathon, on rentre dans une logique d'intégration de la fatigue et mentale. Mais je pense qu'il y a un côté mental quand même. Oui, tout à fait, tout à fait. Fortement mental. Ouais. Et si vous décidez de rentrer dans un mode comme celui-là, ce qui devient hyper important, c'est lorsque la forme technique commence à être pas très bonne, il faut arrêter. Parce que là, si on continue à le faire en entraînement et que la forme commence à être moins bonne, l'exécution commence à être moins bonne, on commence à envoyer des messages au cerveau que c'est la façon de performer. Et c'est là qu'on commence à voir les effets inverses de cette technique-là, de cette approche-là. Parfait. Après l'entraînement de vitesse pure et de vitesse optimale, le système nerveux central doit être complètement rétabli. Je pense que si vous êtes dans un sport où la vitesse est importante, ben c'est primordial à savoir. Puis là, je tombe dans d'autres choses aussi. Pour un développement optimal de la force, de la puissance maximale, entraînez-vous lorsque les athlètes sont complètement reposés. Ça revient souvent, vous remarquez, hein? Pour travailler justement les systèmes, le repos complet revient souvent. Alors que dans plusieurs cas, dans nos disciplines sportives, c'est pratiquement impossible en réalité compétitive de le faire. On est toujours en récupération incomplète. Je regarde en tennis, par exemple. On n'est jamais en repos complet. On est toujours en récupération incomplète. Vas-y. Mais justement, la difficulté, nous, c'est d'expliquer à des enfants que le repos fait partie de l'entraînement. Ah oui. Et en plus, après, là, je parle que pour moi, mais si je les mets au repos sur une journée,
j'ai aucun moyen de contrôler. Et en plus, je pense que je ne donne pas assez de directives ou d'explications assez cadrées. Et voilà, je pense que tout simplement, nous, on est en train de s'imposer là-dessus, pas assez. En fait, la fédération a lancé une grande réflexion en s'inspirant des modèles, notamment de Tchèque, qui sont un peu référence en ce moment en termes de formation. Pour essayer de pour respecter un schéma qui induit des semaines à 100%, des semaines à 80% et des semaines à 50%. Ouais. Et c'est quelque chose que nous, en termes de réflexion, on est en train de voir parce qu'on le gère très très mal. En fait, on a notre semaine, on a notre bloc de travail, puis on le respecte presque pour se rassurer parce qu'il faut faire des entraînements. Et en fait, on arrive souvent avec des gosses qu'on a vécu l'année dernière avec le système du Covid qui a amplifié ça, qui venaient à l'entraînement plus motivés. Et en fait, on est en train d'essayer de réfléchir pour mettre un système où on va respecter ça. On va peut-être avoir de meilleurs résultats. Et on pourrait rentrer, on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais juste la modulation des charges à l'intérieur d'une semaine qui s'inscrivent dans une planification de mésocycle à l'intérieur de plusieurs semaines, la modulation de la charge est tellement importante. Mais évidemment, on n'aura pas le temps d'entrer dans ça aujourd'hui. Nous, on a du mal à faire des semaines justement d'affûtage à 50%. Quoi. Ça, on en fait assez peu. Parce qu'en fait, ils sont en compétition régulière. Donc, nous, on a tendance à leur dire que toutes les compétitions sont importantes, de ne pas négliger certaines compétitions. Pour nous, elles ne le sont pas toutes, mais pour l'enfant, elles le deviennent toutes. Mais et pour les parents, c'est encore plus. C'est compliqué. Parce que toutes les compétitions, nous, rentrent dans le même système de classement, quasiment. De classement français. Je sais, c'est la problématique de votre système de compétition. Il n'y a pas de distinguo entre match de championnat, la coupe où on fait tourner. Je comprends. On ne fait pas jouer les mêmes. C'est sûr que. Puis pour eux, de ne pas vivre le moment de repos comme une punition. Absolument pas. Mais juste le fait que vous pensez à leur donner plus de temps de repos ou délibérément le mettre dans votre planification, c'est déjà un super bon départ. Vous contrôlez peut-être pas ce qu'ils font à la maison, mais au moins vous savez qu'ils ne sont pas avec vous en train de s'entraîner. C'est déjà ça. Ils vont peut-être aller au court municipal frapper des balles peut-être, mais au bout du compte, on ne peut pas tout contrôler. C'est ça. C'est ça. Mais il y a une éducation à avoir de ce côté-là qui est importante au niveau du sommeil, au niveau de l'hydratation, au niveau de la nutrition également. Nous, on est vraiment, vraiment aux côtés du sommeil maintenant qui est une problématique, surtout avec les écrans, où avec nos athlètes, on tente de gérer difficilement le temps d'écran, mais ce qui est recommandé maintenant, c'est que 2 heures avant le dodo, c'est pas de télévision. 1 heure avant le dodo, c'est pas d'écran. C'est comme ça maintenant. Et on se retrouve aujourd'hui avec une génération d'athlètes qui ont beaucoup de problèmes de sommeil. Et la référence, c'est que, c'est pour vous autres aussi, pour chacun d'entre nous, là, à partir du moment où la tête tombe sur l'oreiller, si tu n'es pas endormi en 15 minutes, tu as un problème de sommeil. C'est ce que les experts du sommeil nous disent. En 15 minutes, si tu n'es pas tombé endormi, je sais qu'on a plusieurs personnes qui ont des problèmes de sommeil. C'est un problème. Mais là, l'importance, je vous dirais que avec mes athlètes, lorsqu'on voyage, surtout dans d'autres pays, etc., l'importance de la sieste est primordiale en après-midi, surtout entre 2 et 4 heures. C'est ce qui 14 heures, 16 heures, c'est ce qui est recommandé maintenant, 30 minutes de sommeil. Et ils le font, mais ils sont en cours. Oui, c'est ça. Puis le truc qu'un expert de sommeil m'avait dit, c'est que tu n'es pas obligé nécessairement de dormir. Et la meilleure façon de voir tout ce que tu as besoin pour dormir, c'est que si tu es assis sur une chaise, avec un plancher en céramique, là, par exemple, là, et tu tiens une cuillère dans ta main, et tu te relaxes sur ta chaise, tu fermes les yeux, et tu te laisses aller. Normalement, lorsque ton corps va se détendre, tu vas laisser tomber la cuillère, elle va faire un bruit, elle va te réveiller, c'est tout ce que tu as besoin. C'est tout ce que tu as besoin. Sommeil réparateur. Oui, sommeil réparateur. Ouais. Tu n'as pas nécessairement besoin de dormir longtemps, d'être juste dans une situation qui te permet de régénérer. Donc, tous ces éléments-là sont quand même assez importants.
on a fait un atelier justement sur le sommeil, sur la récupération du sommeil. Ouais. J'invite justement à aller se référer sur cet atelier-là parce qu'il est riche d'informations. On est correct avec là ou on est pas mal sur le bord là? On est correct. 9h15. Donc, il te reste un quart d'heure. Là, je veux pas rentrer trop dans les détails d'affûtage, mais c'est ce qu'on veut dire, vous l'avez mentionné tout à l'heure, où on veut justement minimiser la fatigue pendant l'affûtage. Vous allez trouver des références sur l'Internet par rapport à l'affûtage. C'est pour ça que je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Mais comme vous l'avez dit, on réduit le volume, on maintient l'intensité. Dans mon cas, par exemple, en sport collectif, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu d'avoir des séances d'entraînement de 2 heures, ben, je vais les faire venir, ça c'est peut-être bon pour les gars de baseball qui sont en ligne. Au lieu d'avoir une séance d'entraînement de 2 heures, ben, je vais y aller par position. Ils vont venir chacun 30 minutes. Mais ça va être très, très, très intense pendant 30 minutes. Moi, ça ne change rien à ma vie. Comme entraîneur, je suis toujours au terrain. Les receveurs vont venir pendant 30 minutes. Les lanceurs vont venir pendant 30 minutes. Les joueurs de champ intérieur, 30 minutes. Les joueurs de champ extérieur, 30 minutes. Mais il y a 30 minutes intenses. L'échauffement est fait à l'avance. Ça ne rentre pas dans mon 30 minutes. Mais on rentre vraiment dans l'intensité et dans la bonne dose de ce qu'ils vont avoir besoin à ce moment-là. OK? Et le reste de la pratique, tu leur laisses de l'autonomie, justement? Tu leur donnes des... ça va dépendre, mais dans certains cas, c'est des trucs qu'on a besoin de travailler de dernière minute pour vraiment peaufiner quelque chose, etc. Mais l'intensité, autant cognitive que physique que technique, va être élevée. Quand je parle d'intensité, tu sais, en sport collectif, c'est difficile de dire, OK, c'est quoi l'intensité d'une balle frappée, par exemple? Mais l'intensité technique et tactique, c'est toujours en lien avec la difficulté de la tâche. Plus la tâche est difficile, plus on va dire que c'est intense. OK? En sport collectif. Alors que dans un autre sport, évidemment, on peut aller travailler se pencher sur d'autres éléments. Donc, en résumé en haut, le volume d'entraînement nettement réduit, l'intensité d'entraînement reste élevée, réduction du niveau de difficulté, fréquence hebdomadaire des séances d'entraînement légèrement réduite. Habituellement, un affûtage entre 4 et 21 jours. Ça dépend. Faites vos expériences. Vous allez trouver ce qui est important, ce qui fonctionne bien pour les différents athlètes. Les activités hautement spécifiques. Peux-tu revenir juste un en arrière, s'il te plaît? Hautement spécifiques aux exigences compétitives de l'athlète. Évidemment, en fonction de votre sport. Une bonne procédure d'affûtage peut améliorer considérablement les performances. Une procédure incorrecte peut avoir l'effet inverse et nuire à la performance. Les entraîneurs appliquent-ils avec succès les principes clés? Vous allez voir souvent, mais ça me brise le cœur à chaque fois, qu'un athlète se prépare pendant 4, 8, 12 ans pour les Jeux olympiques, arrive à sa performance, la journée de sa performance, ne performe pas bien, mais le tournoi d'après, 2 semaines après ou plus tard, c'est là qu'il performe à son meilleur, ou il a bien performé 2 semaines avant. Il y a un problème de coaching, un problème de préparation. Puis je trouve ça triste, parce qu'on travaille vraiment pour un moment X qu'on a mis dans notre calendrier pendant longtemps, puis notre pic de performance, notre sommet de performance survient avant ou après. Problème de coaching. Pourquoi aussi? Parce que certains entraîneurs vont dire, ben, on a peur de perdre la forme physique. Certains entraîneurs vont toujours dire que ben, plus qu'on va s'entraîner, mieux ça va être. On a cette peur-là. Conviction que les ajustements de dernière minute peuvent conduire à des gains en forme physique, puis c'est pas ça qu'on va avoir. Puis il y a une accoutumance à l'entraînement en intensité. Là, je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler. Je n'ai parlé déjà un petit peu. C'est tout ce que j'avais. Écoute, merci André. Vous avez des questions? Voilà, un petit temps ouvert. Alors, c'est vrai que la thématique, c'était l'optimisation de la perf. Ouais. Je crois qu'on a surtout abordé apprendre à s'entraîner finalement, parce que tu es revenu sur l'importance du traitement et de la prise en compte de l'individu, de la personne, pour pouvoir justement aller dans la précision. Ben, en fait, il faut toujours revenir à ça. Hein? Il faut connaître ses athlètes. Si on veut optimiser la performance, je reviens toujours sur ce thème-là. Plus que vous connaissez vos athlètes, plus que vous connaissez leurs convictions, plus que vous connaissez les objectifs qu'ils veulent atteindre, plus qu'on peut les aider. Ah, puis tu es revenu sur les pattes de la table, avec des fondamentaux aussi, sur la planification, l'entraînement qu'on a un petit peu revu là. Ouais. Moi, c'est plutôt sur le apprendre à gagner aussi. Justement, tu viens d'évoquer le fait que
dommage qu'on ne performe pas à l'instant T, planifier l'objectif ultime. Est-ce que là, tu as des éléments que tu pourrais nous donner je vous dirais, peut-être, j'ai peut-être passé un peu vite, là, mais je ne sais pas si vous avez ça ici, je pense que oui, là, mais des équipes de soutien intégrées qu'on appelle, équipes multidisciplinaires autour de l'athlète. Ça devient tellement important d'avoir le nutritionniste, d'avoir le préparateur mental, d'avoir toutes les personnes qui gravitent autour de l'athlète, mais qui sont en harmonie avec l'entraîneur. Le problème des équipes de soutien intégrées qu'on voit dans certaines nations, c'est qu'il y a une déconnexion entre ces personnes-là et le chef d'orchestre qui est vous, le coach. Et si on veut avoir des bons résultats, ça prend cette harmonie-là. Et l'autre chose qui devient vraiment importante également pour optimiser la performance, ça vous prend un coach, à vous autres, les coachs. Et c'est ce qu'on voit très tendance maintenant. Je pense que je en avais parlé un peu hier également. C'est un learning coach, une personne qui va être là pour vous aider, qui va vous amener à devenir meilleur. De vous amener à devenir également plus vulnérable dans votre approche aussi. Que vous ne savez pas tout et que vous ne pouvez pas être bon et bonne dans tout. Et en ayant cette personne-là qui va vous aider, ça peut juste vous aider à devenir meilleur au bout du compte. Vous avez des formations spécifiques justement sur ces learning coach De plus en plus, oui. De plus en plus. Et ça permet de créer des nouveaux métiers. On a maintenant des formations à l'université autour de ça qui permettent justement de développer des compétences, des aptitudes qui nous permettent d'aider davantage les entraîneurs. Est-ce que c'est quelque chose, vous, entraîneurs, là, qui êtes autour de la table, là, vous avez ça dans vos fédérations et mentors qui viennent justement parfois faire des piqûres de rappel ou regarder ce que vous faites et vous donner un feedback sur vos prestations? Et je vous dirais que c'est encore plus valorisant, plus intéressant d'avoir une personne externe à votre sport qui ne connaît pas nécessairement le sport, qui peut amener une perspective complètement différente. J'en ai fait en water polo, j'en ai fait en gymnastique. Je ne connais pas la discipline, mais je peux apporter un regard différent, faire réfléchir différemment. Ouais. David, tu voulais intervenir? Oui, parce que dans la fixation d'objectifs, dans toute la planification que André a proposée, je trouvais que ça introduisait quand même auprès de l'entraîneur une certaine dose de stress et d'anxiété. Je m'explique un petit peu. J'ai accompagné des entraîneurs qui étaient soumis à des pressions institutionnelles ou des pressions parentales, notamment pour obtenir des résultats très rapidement, que ce soit en natation, que ce soit en tennis, des choses comme ça. Et je trouve que ces modèles-là et l'importance du learning coach pour accompagner l'entraîneur et plus exclusivement l'athlète pour réussir à gérer cette urgence du temps, cette anxiété, cette préparation pour faciliter cette prise de décision ou mettre en place les fameux objectifs qui sont efficaces, prend toute son importance en fait. Et parce que parfois, je trouve que l'entraîneur peut-être prendre des mauvaises décisions et mettre en place des objectifs qui sont pas forcément en phase avec l'athlète, quoi. Tout à fait. Et comme je pense qu'on le mentionnait hier, comme entraîneur, on peut arriver à un certain moment de notre carrière où on se sent un peu seul par rapport aux décisions qu'on doit prendre, etc. En fonction de ce qu'on nous demande en haut, en fonction de ce que les parents nous demandent également, et avoir l'appui d'une personne comme celle-là qui vient nous supporter dans tout ça, ça peut être juste bénéfique. Oui, tout à fait. Ouais, moi, ça m'intéresse on a beaucoup d'entraîneurs autour de nous, là, et de voir comment eux font et gèrent cette pression institutionnelle parfois, et même cette pression des parents. Là, tout à l'heure, j'entendais je crois que c'est toi, Robin, qui disait que le tennis avait mis en place ce passeport sur les compétences. Et ça crée aussi de l'incompréhension chez les parents, parce que du coup, ça masquait ou ça effaçait le classement chez leur enfant. Et donc, du coup, ils ne comprenaient plus, tu vois. Et comment vous résistez, comment les entraîneurs, vous réussissez à résister à ces pressions institutionnelles? Qu'est-ce que vous mettez en place pour résister à ces formes de stress, d'urgence du temps, en fait?
C'est fort intéressant comme discussion, puis j'aimerais qu'on ait plus de temps pour en parler. Évidemment, quand la structure, des structures décisionnelles décident d'embarquer, je vous dirais, dans un processus de développement à long terme de l'athlète, un modèle comme celui qu'on a discuté hier, ça facilite les choses aussi auprès des entraîneurs. Donc, chez nous, évidemment, on a ce modèle-là depuis plusieurs années qui est bien compris des intervenants, qui est de plus en plus compris des parents. Donc, lorsqu'on prend des décisions en fonction, ou on a des programmes en fonction de l'athlète qui est au centre de nos préoccupations, de la personne qui est au centre de nos préoccupations, évidemment, on a moins de commentaires négatifs de la part des parents ou des gens qui gravitent autour de l'athlète. Donc, évidemment, lorsqu'on travaille de concert ensemble, avec les structures, avec les entraîneurs et les parents, avec un message commun, semblable, ça minimise l'impact, évidemment. Très bien. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres réactions, questions auprès d'André, on va en rester là. Moi, ce que je vous propose, c'est que quand les vidéos seront en ligne, je vous enverrai aussi quelques liens. Je vais refaire un point avec André pour vous donner des liens, des connexions, pour continuer à s'alimenter sur l'approche canadienne. Et puis, il existe aussi des formations sur le sport tout au long de la vie, tout à fait. et qui coûtent vraiment pas très cher, en français, avec l'accent en québécois, mais en français. Donc voilà, pour vos équipes techniques, pour vous aussi, je trouve qu'il y a vraiment des éléments super intéressants. Donc merci beaucoup André, encore une fois, de ces 2 interventions.